Alors on va changer de talk, merci Greg, c'était très intéressant. Ça va être un talk beaucoup plus technique. Moi j'avais envie de vous parler de comment on développe, alors j'ai mis une application front, mais une application que j'appelle à l'épreuve des balles. Moi en tant que développeur, quand je développe quelque chose, ce que j'aime bien, c'est on va pousser jusqu'à la production, et en fait mes utilisateurs ils sont super contents, tout se passe bien, j'ai zéro bug. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Vous le savez tous. En fait, régulièrement, on a des bugs et pourtant, on fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bugs dans notre code. Et pour autant, il y en a toujours. Alors, on a un métier qui innove et pour éviter les bugs, en fait, on fait des contre-mesures. C'est ce que j'appelle des contre-mesures. On va faire des tests automatisés, unitaires, d'intégration, end-to-end, du code review, même si le code review sert aussi à partager des choses. Tout ça pour éviter les bugs. Par contre, toutes ces contre-mesures, en fait, elles arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'on a déjà écrit les bugs. Si on fait des contre-mesures, ça veut dire que les bugs ils sont déjà dans notre code. Si on ne mettait pas de bugs dans notre code, on n'aurait pas de contre-mesures. Et ça, c'est un élément important. Si votre contre-mesure fonctionne, très bien, vous continuez à voler, vos utilisateurs sont très contents. Par contre, si vos tests automatisés, votre review, peu importe, ce n'est pas exhaustif, c'est le crash. Ça veut dire que c'est les utilisateurs finaux qui vont avoir les bugs dans leur application, et quelque part, ils risquent de partir, et notamment à la concurrence. Si on regarde le coût des bugs, il est généralement admis que plus le bug est découvert tard, plus le bug coûte cher à corriger. En sachant que ce n'est pas du tout linéaire, c'est plutôt une courbe de type exponentielle. Alors je me présente rapidement, je suis Tech Lead Flutter à Digit. Alors il y aura du code en Flutter, mais pour tous ceux qui font de l'Android, du React, peu importe, je pense que ce talk s'applique aussi. Vous pourrez l'appliquer, en tout cas un certain nombre de choses que je vais vous présenter. J'ai un peu plus de 30 ans d'expérience, j'ai été full stack, beaucoup back-end sur la JVM, adepte de Solid, qui ne s'appelait pas Solid à l'époque d'ailleurs, et je suis fan de programmation. Allô ? Oui. Et fan de programmation fonctionnelle, parce que j'ai eu la chance de travailler en Scala à TIDS, et c'est là où j'ai appris la programmation fonctionnelle. Donc aujourd'hui, le talk, il est là pour vous dire qu'avec des types forts, des types statiques, et la programmation fonctionnelle, en fait, on peut enlever des pans entiers de bugs. Alors quand je vais parler bugs, décidément, quand je vais parler bugs, ce n'est pas du tout des bugs fonctionnels. C'est-à-dire si on vous demande de faire une addition et que vous faites une soustraction, ce talk ne vous servira à rien. D'accord ? Et il y a un autre truc, et je pense qu'on le partage, c'est qu'en fait, je déteste les bugs. C'est un truc qui m'horripile complètement. Alors, s'il y en a qui aiment, vous me le direz à la fin. Alors, pourquoi j'aime pas du tout c'est d'abord, ça me stresse. Le stress est plus ou moins important. Quand vous avez un bug en production, bien sûr, vous êtes beaucoup plus stressé, il y a de la pression qui arrive. Mais en fait, en préparant ce talk, je me suis aperçu que, en fait, le sentiment principal, c'est que j'ai honte. En fait, j'ai honte de produire du bug. Ou j'ai honte de ne pas voir en code review qu'en fait, j'ai laissé passer le bug d'un collègue. Et ça, réfléchissez, mais je pense qu'on a tous un peu ce sentiment. Alors, le responsable, c'est moi. Quand je dis moi, c'est moi, vous, c'est nous. On est développeurs, donc on est responsable de notre code. Donc, si on met des bugs dans notre code, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas par hasard que les bugs arrivent. D'accord ? On est dans un métier qui est très technique, très scientifique. Donc les bugs, quelque part, on les écrit. On a une excuse, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. La charge cognitive, c'est globalement une quantité de ressources nécessaires pour résoudre un problème qui va dépendre de votre expérience, de la complexité du problème à résoudre, mais aussi de la fatigue. C'est-à-dire que forcément, on met plus de bugs quand on est fatigué, quand on a mal dormi. Si vous avez fait la brinque, c'est encore pire. Donc la charge cognitive est importante. Ok, on vient de dire que le coût était important et qu'il augmentait très rapidement, que les contre-mesures, en fait, elles arrivent trop tard. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de tests, d'ailleurs. On peut quand même faire des tests, mais sur le fonctionnel. Et que ça dépend beaucoup de la charge cognitive. Du coup, quand et comment on peut empêcher l'écriture de bugs ? Alors, vu la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure, en fait, le meilleur moment, c'est au tout début. C'est le moment où on écrit le code. D'accord ? Et je vais vous présenter une ligne de code qui ne sera jamais un bug en production. Donc là, j'essaie d'affecter une string à un double. Mais ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? On a un outil qu'on utilise tous les jours, qu'on oublie un petit peu d'ailleurs, c'est le compilateur.
compilateur ne va pas accepter que j'affecte une string à un double, donc il va me jeter. Et donc ça ne pourra jamais partir en production. Alors bien sûr, c'est facile comme exemple. Comme je vais vous parler fonctionnel, on va faire une différence. C'est important quand même de comprendre la différence de paradigme entre l'impératif et le fonctionnel. Un petit code très simple, on a une liste de fruits qui sont soit des fruits locaux, soit des fruits exotiques, avec une quantité, un prix unitaire. Et l'idée, c'est de calculer la valeur de mon stock. L'impératif, c'est ça, c'est une des façons de l'implémenter. En tout cas, je vais itérer sur ma liste de fruits. J'ai envie de calculer que la valeur des stocks pour les fruits locaux. Et une fois que je les ai filtrés, je fais mon calcul et je calcule mon total pour tous les fruits qui sont locaux. Alors, ce code-là, le nombre exact, je ne me rappelle plus, je l'avais calculé, mais j'ai oublié. Globalement, je crois qu'il y a au moins 8 bugs potentiels dans ce code-là. Pourtant, il y a 6 lignes de code. En fait, on peut se tromper sur l'initialisation de l'index, sur la condition d'arrêt, sur à quoi on compare la condition d'arrêt, sur l'incrément de l'index. Et chaque fois qu'on accède à l'index du fruit pour récupérer le bon fruit, en fait, on peut se tromper aussi. Je ne dis pas que vous allez vous tromper. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que potentiellement, vous avez 8 bugs qui se cachent. Donc, ça veut dire que quand vous écrivez ce code, il faut faire attention. Quand vous faites de la review d'un collègue, il faut bien vérifier qu'il ait pris les bons index, qu'il ne soit pas trompé dans la condition d'arrêt, etc., etc. Donc, en programmation impérative, on code le quoi. Le quoi, c'est de prendre la liste de fruits, de filtrer les fruits locaux et de faire le calcul, donc la somme de tous les fruits que je vais garder. Mais on a codé le comment, c'est-à-dire en fait on a donné des instructions à l'ordinateur pour dire, pour itérer sur la liste de fruits, tu vas commencer à l'indice 0, tu vas incrémenter à chaque tour de boucle, tu vas t'arrêter à tel moment, etc., etc. Et en fait c'est ce comment, quelque part, comment on fait qui génère du code supplémentaire, donc potentiellement des bugs aussi. En impératif, c'est différent. On prend la liste de fruits. La plupart des listes, quel que soit le langage, ils ont une méthode where, dans laquelle on passe une fonction, qui va être là pour filtrer. Et après, on va transformer les fruits qu'on a gardés en multipliant le prix par le stock. Et à la fin, on va faire ce qu'on appelle un fold, c'est-à-dire qu'on va réduire cette liste de X éléments en un seul élément en faisant la somme. En faisant comme ça, on a codé uniquement le quoi. C'est-à-dire, à aucun moment dans le code, vous voyez comment on fait pour itérer, comment on fait pour filtrer, ni même la valeur totale. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé de la variable locale tout à l'heure. Finalement, c'est un piège aussi, puisque l'algo était très simple, mais on peut imaginer que quelqu'un introduise un code où il met total plus 1. D'accord ? Là, moi, ce n'est pas moi qui calcule le total. Je renvoie juste la valeur que j'ai envie dans le map. Alors, si vous faites déjà ça, parce que je pense que la plupart des langages que vous utilisez sont capables de faire ça, vous faites déjà du fonctionnel. Une partie, en tout cas, du fonctionnel. Donc, bravo. On peut aller un peu plus loin en fonctionnel. En fonctionnel, une fonction, on dit que c'est first class citizen, c'est-à-dire que c'est au même titre qu'un string. Une fonction, c'est un type, mais qui est un peu plus compliqué à décrire, où on a un type de retour, un nombre de paramètres, et pour chaque paramètre, des types. Donc, en fait, je peux extraire ça. D'ailleurs, je peux faire une fonction qui s'appelle isLocalFruit. Alors, les double flèches, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un retour. Je pourrais pu mettre des accolades, mais c'était pour réduire un peu le code. Et je remplace cette fonction dans le where. Et je fais pareil pour les autres. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors déjà, toutes mes fonctions ici, elles sont testables. C'est-à-dire, je peux les tester en dehors du fait de calculer la valeur de mon stock. Après, en termes de lisibilité, cet algo-là, en fait, c'est presque du français. Et en plus, c'est réutilisable. Alors notamment, je pense à la fonction sum, qui fait juste la somme de deux prix, de deux doubles. Ben ça, je peux le réutiliser n'importe où, j'ai besoin de faire une somme. Et on peut aller un peu plus loin. En fait, on peut avoir des fonctions qui retournent des fonctions. Donc là, j'ai une fonction isFruitOfCategory, je lui passe une catégorie, et cette fonction-là, elle me retourne une autre fonction. C'est ce qu'on appelle une high order function. D'accord ? En plus, il y a une closure. Bon. Et en fait, ça me permet quoi? Ça me permet au moment de l'appel de dire, je vais appeler la fonction isFruitOfCategory et je lui passe local. Là, on n'a pas beaucoup fait évoluer notre algo.
Par contre, si le calcul du stock, j'ai envie des fois de calculer le stock local des fruits locaux ou des fruits exotiques, en fait, je passe un paramètre qui va être passé là. Voilà. Les fonctions, c'est ça. C'est pas très compliqué. Pensez que c'est des types, en fait. Donc les types, on peut les retourner, on peut les passer en paramètres. On va parler un peu des types algébriques. La liste de fruits, j'ai envie de l'afficher. Donc je me fais un état qui va servir à lui, dans lequel je vais mettre une liste de fruits. Alors j'ai mis un nullable, donc en Dart, c'est avec un point d'interrogation. D'accord ? Et pourquoi j'ai mis nullable? C'est parce que je veux aussi gérer des flags pour dire je suis en chargement ou je suis en erreur. Et j'ai un peu le même problème avec string, donc c'est mon message d'erreur, il est nullable parce qu'a priori il va apparaître que quand je suis en erreur. Voilà, ça on pourrait modéliser ça comme ça. Quand on regarde ce qui va se passer, quand j'ai des fruits et que je ne suis pas en chargement ni en erreur, j'affiche mes fruits. Quand je suis en chargement, je vais afficher un truc de chargement. Et quand je suis en erreur, je vais afficher une belle snack bar pour dire c'est bon. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des fruits et que je suis en chargement? Je fais quoi à l'affichage? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai des fruits et que je suis en erreur? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai des fruits et que je suis en erreur et en chargement? Donc en fait, on a un petit problème là quand même. Si on regarde le nombre de possibilités, les fruits, il y en a deux, nul ou pas nul. Là, j'exclus le fait que la liste elle soit vide, ça on s'en fiche. Loading, c'est un oui et un C2. Error, C2. Error, nul ou pas nul. Donc on a 16 possibilités. 16 possibilités, ça veut dire que moi, au niveau de mon UI, si je veux travailler de façon consciencieuse, ça veut dire que je vais devoir gérer ces 16 cas quand même. Pour autant, il y a des cas orthogonaux. C'est ce qu'on appelle un product type. C'est-à-dire on multiplie le nombre de possibilités des attributs, et ça nous donne le nombre de possibilités à gérer. Donc on a 13 solutions de trop. Ça donne de la charge cognitive, bien sûr, à l'écriture. À la review, je ne vous dis pas. Vous allez certainement faire des tests unitaires pour vérifier qu'on n'est jamais isLoading true et des fruits en même temps. D'accord? Et tout ça, en fait, pour des choses qu'on n'aurait jamais dû modéliser. Il n'y a aucune raison qu'on modélise ça par rapport aux besoins que je viens de vous exprimer. Du coup, en Dart, et dans d'autres langages ça existe, on va faire une classe scellée. Une classe scellée, c'est une classe abstraite. D'accord? La différence par rapport aux classes abstraites, c'est que le compilateur, il connaît toutes les implémentations de votre classe abstraite. Et avec ça, on va se faire 3 classes qui héritent de notre classe sealed, fruit loaded, fruit error et fruit loading. Là, cette fois-ci, on voit que ma liste de fruits, elle ne peut plus être nulle. Quand j'ai chargé mes fruits, j'ai ma liste de fruits. Elle peut être vide, mais elle est chargée. Pareil pour les erreurs, enfin le message d'erreur, pardon. Donc en fait, cette fois-ci, on a 3 possibilités. 3 possibilités parce que les classes sont exclusives en fait. C'est ce qu'on appelle un sum type. Alors souvent dans une modélisation métier, ça peut être modélisation de vue ou d'entité, on a bien sûr des mélanges de product type et de sum type. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que essayez de faire en sorte d'avoir plutôt des sum type, vous allez réduire le nombre de possibilités, donc vous allez réduire le code à faire, et le pire c'est que si vous êtes flemmard de faire les 16 possibilités en vous disant mais ça n'arrivera jamais, vous codez que les 3 qui normalement devraient arriver. Et vous pouvez être sûr qu'avec la loi de Murphy, ça va arriver. Vous aurez oublié un test, il va se passer quelque chose. Alors, cette classe, en plus, nous apporte autre chose, c'est ce qu'on appelle l'exhaustivité. Donc, on a nos 3 états. Et voilà comment, au niveau de lui, par exemple, on pourrait afficher quelque chose sur une application mobile, par exemple, en fonction de l'état courant. Donc, le is, ça veut dire instance of, donc en Dart, mais vous connaissez certainement cet opérateur aussi dans votre langage. Pour moi, il me pose un vrai problème, cet opérateur, c'est qu'il est runtime. C'est-à-dire, à aucun moment, le compilateur va vérifier si c'est correct. Pour preuve, j'aurais pu écrire si state is string. Or, string ne fait pas partie de la hiérarchie de ma classe scellée fruitState. Et il ne m'aurait rien dit. Donc, c'est à l'exécution où, en fait, il vérifie le type run, au moment du runtime avec la classe qu'on lui a passée. Et en plus, il y a un autre défaut. C'est qu'en fait, on est obligé de mettre un cas par défaut ici, le else, le dernier else. Alors en Flutter, ce qu'on fait souvent au niveau de lui, on utilise un sizedbox.shrink, qui est un élément qui prend aucun espace et finalement qui fait un écran blanc. Donc en fait, si on tombe dans ce cas-là, en plus,
Le pire, c'est que l'utilisateur, il va avoir un écran blanc, il ne saura même pas ce qui se passe. Il va juste dire ça ne marche pas. Donc ça, c'est problématique. La meilleure façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le pattern matching. Alors tous les langages aujourd'hui sont en train de faire du pattern matching. Si vous l'avez dans vos langages, utilisez-le. C'est un truc, c'est une feature de tueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérification, elle se fait à la compile. C'est-à-dire qu'à la compile, le compilateur, il est capable de dire le state. Est-ce que j'aurais pas pu mettre string, par exemple? Ça, c'est la première chose. Il va vérifier aussi si je suis exhaustif, c'est-à-dire si j'ai oublié un cas. Si j'ai oublié un cas, ça veut dire potentiellement un bug. Et en plus, il va pouvoir, ce qu'on appelle déstructurer, c'est-à-dire sortir les valeurs des propriétés si vous en avez besoin de les utiliser plus tard. Quand on fait du pattern matching, il y a aussi, en tout cas en Dart, et je pense dans tous les langages, un cas par défaut qu'on peut mettre. Alors en Dart, c'est un underscore. Moi, je vous conseille de surtout pas le mettre. Mais vraiment, jamais, jamais. Je vais vous en parler pourquoi. Donc on écrit ça. On pousse le code en prod. 6 mois après, le produit vient nous voir en disant « Écoute Eric, j'aimerais bien qu'on affiche quelque chose à l'écran quand il n'y a pas de fruits dans le stock, mais que ça va bientôt arriver, avec la date à laquelle ça va arriver. » Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ben ok, moi je rajoute un état, fruit soon available avec la date. Et là, le compilateur, si vous avez utilisé du pattern matching, il va, dans tous les endroits où vous avez fait ce pattern matching, en fait, il va vous dire, il manque un cas. Tu dois le gérer, sinon je ne compilerai pas. Donc en fait, vous allez être obligé de rajouter le fruit soon available. Alors pour faire un retour d'expérience, on a eu ça il n'y a pas longtemps dans notre code. On avait mis un is, parce que c'était une ancienne façon de faire. On a rajouté un état, et bien sûr, on a corrigé à un endroit, à un deuxième endroit, et au troisième endroit, on a oublié. Et c'est allé jusqu'à la QA. Jérôme, je ne sais pas où tu es. Voilà, donc c'est vérifier la compilation et exhaustif. C'est ça qui est important. C'est le côté exhaustif, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous tromper. Autre chose, voilà un petit algo qui, en fonction d'un modèle, d'un entrepôt, donc il peut être sélectionné, on peut le sélectionner ou pas, il peut être sélectionné, et il peut manquer des infos dans le modèle. L'idée, c'est de dire, je vais sortir une couleur de la carte en fonction de ces différents booléens. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont très vifs d'esprit, est-ce que vous avez repéré toutes les règles métiers qu'il y a là-dedans? Pourtant, il y a 10 lignes. Quand même pas compliqué. Mais en fait, c'est 2 if imbriqués avec des else, un autre else à l'extérieur, un if et un else final de default. C'est assez compliqué quand même. Donc on peut se tromper à l'écriture, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a géré tous les cas comme on doit retourner une couleur? Je dirais oui. Mais c'est pas facile. Alors moi, je suis un vieux. Donc quand j'ai des problèmes comme ça, en fait, je prends une feuille de papier, je fais des colonnes, je me mets les en tête. Et je dis, OK, quand j'ai true, ça sera bleu. Quand j'ai true, false, c'est white, etc., etc. C'est comme ça que je fais, en fait. D'autres font autrement, mais moi, c'est comme ça. Et du coup, là, on peut utiliser encore le pattern matching, une autre façon de l'utiliser. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé ce qu'on appelle un record en Dart. C'est-à-dire, à l'intérieur des parenthèses du switch, j'ai encore remis des parenthèses. En fait, c'est un tuple. C'est un tuple n. D'accord? Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et là, j'ai mis les différentes flags que j'ai besoin pour ma règle métier. Donc, can select, is selected, is something ici. Et en bas, dans mon pattern matching, en fait, j'ai mis les valeurs de mon tableau que j'avais écrit juste avant. True, underscore, ça veut dire que je m'en fous. C'est bleu. True, false, c'est white, etc., etc. Encore une fois, cette façon d'écrire, elle est exhaustive. C'est-à-dire que si à un moment vous avez oublié un cas, le compilateur, il va vous le dire. Et c'est ça qui est génial, en fait. Le compilateur, il travaille en compilation incrémentale en permanence sur votre ordinateur, il sait faire plein de choses. Donc il faut l'utiliser. OK, le nul. Petite fonction calcule un prix moyen par rapport à une liste de fruits. En fonctionnel. Mais ce code a un problème. C'est que si ma liste de fruits elle est vide, c'est soit une erreur selon votre langage, en Dart c'est infinity, d'accord, mais on ne fait pas une division par 0. Donc, comment on résout ça, nous, développeurs? On se met un double, nullable. C'est-à-dire, on dit, des fois, je te retournerai nul quand la liste des fruits, elle est vide. C'est comme ça qu'on résout souvent le problème.
Le problème, c'est l'utilisation des nuls. C'est-à-dire qu'en fait, nul, c'est quoi? C'est une référence qui, normalement, est censée pointer sur une case mémoire de l'ordinateur, mais quand c'est nul, en fait, il pointe sur rien. Donc, en fait, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est un double, mais pas vraiment un vrai double. Potentiellement, c'est rien du tout. Et là, ça va, c'est facile. Mais si je commence à faire quelque chose d'un peu plus compliqué, même si c'est très simple, j'ai quand même mis des early return ici. Donc, c'est, entre guillemets, lisible, d'accord? Donc, je demande les stocks. Potentiellement, mon ID d'entrepôt, il n'est pas bon. Donc, je n'ai pas de stock. Si je suis sûr d'avoir des stocks, je vais demander la liste des fruits, mais je ne suis pas sûr d'avoir des fruits. Peut-être que le stock, il est vide. Ou, alors, vide, j'aurais peut-être 0, mais en tout cas, pour une raison X, je n'ai pas de fruits, etc., etc. La complexité cyclomatique de ce code, qui fait 10 lignes, c'est ça à peu près, c'est 4. Alors, la complexité cyclomatique, c'est une unité sans valeur qui détermine le nombre de chemins possibles pour avoir des résultats. D'accord? Donc, plus vous avez de boucles, plus vous avez des if, des else, etc., ben, plus il augmente. On disait il y a longtemps, il y a très longtemps, que 10 c'était le maximum. Alors 10, je ne vous dis pas, c'est l'enfer. Moi, j'ai toujours réduit ce chiffre à beaucoup plus bas quand je faisais des métriques automatiques. Mais en tout cas, c'est directement relié d'ailleurs à la charge cognitive dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, plus la complexité cyclomatique va augmenter, plus la charge cognitive elle va être importante. Donc, nous, devs, on doit faire en sorte, quand on écrit du code, de réduire cette complexité cyclomatique. Pour nous, pour les reviewers, pour les gens qui vont regarder le code dans 6 mois, etc. etc. J'avais une image qui a disparu. Oula, c'est pas bon, pardon, je sais pourquoi. Parce que je fais une présentation, mais c'est du code, c'est du Vue.js, pour vous dire. Ça s'appelle Slide Dev. Et donc, il faut que je relance le serveur. Je vais faire comme ça. Ah, ça va marcher. C'est ça l'effet démo. Hein. Voilà, génial. Alors donc la personne qui a inventé le nul, alors c'est il y a longtemps, 1965, je ne connais pas comment on prononce son nom de famille, hein, Tommy Hoare, il a dit que l'invention du nul, c'était une erreur à 1 milliard de dollars. Le nul, c'est ce qui provoque le plus, enfin qui coûte le plus à l'industrie de l'informatique. Ça peut être des nuls références, null pointer exception en Java, enfin peu importe. Donc ça veut dire que les nuls, c'est de la merde. Pardon pour le gros mot, mais c'est pas bien, quoi. Ça coûte cher. Allez, on va parler un peu plus. On a déjà vu le fonctionnel, je vous ai parlé un peu du principe. On va faire un peu plus de fun. Alors en Dart, je vais utiliser une librairie qui s'appelle FP-Dart. Pour tous les autres langages, vous allez trouver soit des librairies tiers, soit votre langage fait déjà un certain nombre de choses. Je crois que Swift, il y a les optional et puis les results, si je ne dis pas de bêtises. En Kotlin, il y avait Arrow pendant un moment, et vous en trouverez d'autres. Qu'est-ce qu'on veut? On veut, alors on va partir des int, quand j'ai un 4 et que j'ai envie d'ajouter 3, ben mon résultat c'est 7. Là, facile. Par contre, quand j'ai pas de valeur, si je veux ajouter 3, je veux pas de valeur. C'est ce qu'essaye de résoudre le nul d'ailleurs. Hein. C'est autre chose qu'on est obligé de le contrôler pour savoir si on peut y accéder. En fonctionnel, on ne fait pas comme ça. Quand on a ce type de problématique, en fait, on utilise une valeur et un contexte. Vous voyez le contexte comme une sorte de paquet cadeau qui enveloppe la valeur. On ne voit pas la valeur vraiment, et en plus, on ne peut pas y accéder. Je ne peux pas accéder au 4, là. D'accord? Pour les nuls, le contexte s'appelle une option. Dans d'autres langages fonctionnels, vous pouvez parler de maybe aussi. D'accord? Il y a deux formes concrètes. Il y a le sum, qui va contenir une valeur. Donc c'est un paquet cadeau qui contient un 4. Et de l'autre côté, vous avez un none. C'est le même paquet cadeau, c'est toujours une option, mais il ne contient rien. Quand j'ai envie de faire appliquer, d'ajouter 3 à mon paquet cadeau qui contient un int, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si le paquet cadeau, c'est un sum, et que je lui dis applique la transformation pour ajouter 3, ce qui se passe, c'est que le contexte, il ouvre la boîte, il sort le 4, il me passe le 4 à ma fonction de transformation,
Moi, je calcule, ça fait 7. Je lui retourne 7. Le 7 repart dans la boîte. Et la boîte est fermée pour le prochain traitement. Si par contre j'ai un none, car je n'ai pas de valeur, que j'essaie d'appliquer la même fonction, c'est-à-dire rajouter 3, la boîte elle s'ouvre, mais il n'y a rien. Donc la fonction ne s'exécute pas. Ça finit par toujours une boîte vide, ce qui est normal. Et la boîte est refermée pour le prochain traitement. En fait, le contexte, on ne s'appelle pas comme ça, mais je n'ai pas envie de trop vous saouler avec les termes de la programmation fonctionnelle. En fait, c'est des protections à l'utilisation des données. Pour vous éviter, au même titre que tout à l'heure, quand on faisait des maps sur une liste, on n'avait pas besoin, en programmation fonctionnelle, de savoir comment itérer. Là, vous n'avez pas besoin de savoir si la boîte elle est vide ou pas. Vous dites juste, sur cette boîte-là, j'ai envie de faire telle opération. Et c'est la boîte qui se débrouille. Donc en fait, on n'a plus de bug de dire, je vais contrôler nul ou pas nul. Et vous allez voir qu'en termes de code, c'est beaucoup plus lisible. Donc, notre méthode, notre fonction qui calcule le prix moyen, plutôt que de renvoyer un double nul et bol, on va envoyer une option de double. D'accord? Si c'est pas empty, pardon, on va retourner un somme avec notre calcul, sinon je retourne une boîte vide none. À l'utilisation, ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire je calcule mon average price, en sortie j'ai pas un double, j'ai bien une option de double, donc l'average price c'est la boîte qui contient soit une valeur double, soit rien du tout à l'intérieur. Et quand j'ai envie, par exemple, de calculer, de rajouter la TVA, eh bien, en fait, je dis à ma petite boîte, eh bien, tu me maps ça, comme on faisait avec les listes tout à l'heure, et je te passe une fonction. Si average price, c'est une boîte qui contient une valeur, cette fonction va être appelée. Et ça va me rajouter 20%. Et ça va la remettre dans une boîte. Si jamais average price, c'est none, ben la fonction n'est pas appelée, et donc du coup, TTC price, ça sera aussi une boîte vide. Et puis au final, dans ce que j'ai voulu faire là, c'est-à-dire de calculer un widget qui va afficher le prix moyen des fruits, en fait, je dois retourner un widget. Mais là, en fait, TTC price, il y a deux types de valeurs, il y a none et sum. Donc pour arriver à regrouper vers un widget, en fait, on fait un match. On lui passe deux fonctions, celle-là est appelée quand ma boîte est vide, donc là je retourne un empty dashboard. Cette fonction est appelée quand j'ai une valeur. Et à noter que là, pour le coup, il peut extraire ce qu'il y a dans la boîte au moment du match. Alors on n'est pas obligé de faire les variables intermédiaires, on évite souvent en programmation fonctionnelle. Et donc ça donne plutôt ça. Je pourrais rajouter aussi, je pourrais extraire mon calcul pour mettre add TVA comme je l'ai présenté au tout début, ce qui va permettre plus de lisibilité, on va pouvoir tester comment on rajoute de la TVA. Et puis on peut aller plus loin, c'est-à-dire que d'abord je récupère les stocks, potentiellement l'ID de mon entrepôt n'existe pas, donc je n'aurai pas de stock. D'accord ? Si j'ai un stock, je vais demander les fruits du stock. Si jamais j'avais un entrepôt et que j'ai récupéré des fruits, je vais calculer l'average price. Cette fois-ci, je ne fais pas un map, mais un flat map, parce que average price retourne une option, donc j'aurai une boîte dans une boîte. Ça existe, flat map aussi sur les listes, en Dart, ça s'appelle expand. Je rajoute ma TVA, je fais mon match, et voilà. Complexité cyclomatique de ce code, c'est pas moi qui l'ai calculé, j'ai pris un outil pour le calculer, je n'ai pas triché, c'est 1. Donc, on passe d'une programmation impérative d'une complexité cyclomatique de 4 à une complexité cyclomatique de 1. Sans parler des bugs qu'on pourrait avoir sur le côté impératif, alors que la version fonctionnelle n'a pas de bugs. Enfin, on peut se tromper et dire c'est pas 20% de TVA, c'est que 8. Encore une fois, c'est du fonctionnel. Mais pas au niveau de comment on a codé. Parce qu'on n'a pas codé comment. On a juste dit, voilà ce que je veux. Presque magique, là. Les exceptions, c'est aussi un contexte, une boîte. La seule chose, c'est que les boîtes sont différentes. On les appelle write quand tout se passe bien. D'accord ? Alors, le petit mémo, c'est de dire write en anglais, c'est bien. Donc, write contient la bonne valeur. Left, c'est qu'il y a un problème, c'est une erreur. Les types dans left et right peuvent être complètement différents. Et ça se passe pareil que pour l'option, c'est-à-dire que si sur un either, je vais lancer une fonction, si j'ai une valeur à droite, la valeur va sortir, la fonction appliquée, ça repart dans la boîte. Si par contre j'ai un left, et là le map il n'est pas fait pour le left. Donc en fait, même si j'ai quelque chose dans la boîte
de left, ben, la fonction n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce que le map est fait pour le côté droit du laser. Après, vous avez plein d'autres fonctions comme map left et tout ça, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Les A5, là, je vais récupérer mon entrepôt, donc certainement, en tout cas un call HTTP. Donc forcément, c'est asynchrone, donc on a l'habitude, tous et toutes, de mettre des futurs. Donc là, la signature, elle se complique un petit peu. C'est une future de Heiser, de FluidError, de Warehouse. En programmation fonctionnelle, on déteste les futures. Pourquoi? Parce que le gros problème des futures, c'est que dès que vous l'écrivez le code, la future se lance. Donc vous n'avez pas la main à quel moment vous allez pouvoir lancer la future. Et pour composer des futures, c'est assez compliqué. Quand on veut rajouter des traitements en amont, etc. Donc on utilise plutôt ce qu'on appelle des tasks. C'est juste des contextes, encore une fois, qui englobent une future. Par contre, on pourra les lancer quand on en a envie. Heureusement, on a des shortcuts, c'est-à-dire qu'un task de Heiser, on peut faire un task Heiser. Ça simplifie l'écriture. Et en plus, on a des factory méthodes, donc qui est le try-catch, ici, qui dit que si, quel que soit le code qui est dans la fonction qu'on a passé à try-catch plante, bah, du coup, ça va m'appeler mon deuxième paramètre, où j'aurai l'erreur et la stack trace, et ce que je vais retourner, ça va être mis dans le côté gauche. Donc en fait, ça va bien signifier une erreur. D'accord ? Par contre, les premières lignes de code, si jamais ça se passe bien, ça va partir dans le côté droit, tout s'est bien passé. L'autre dashboard, j'ai presque fini avec le code, je vous promets, c'est un peu vite. L'idée, c'est pas forcément de tout comprendre. C'est vraiment le fait de comprendre, le fait que ce soit les options, les task Heiser, les Heiser, d'abord, on type très fortement. C'est-à-dire, on est explicite sur le retour. Les exceptions, j'en avais pas parlé, mais les exceptions, elles ont un problème. C'est que, alors, en Dart, c'est pas checké. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas une fonction qui peut être retournée, qui potentiellement déclenche une exception. Donc ça voudrait dire aller regarder dans le code, mais voire même aller regarder dans le code des fonctions qui sont appelées par la méthode que vous appelez, etc., etc. Et en plus, ça rompt le flow de lecture. On va le revoir après quand on va comparer les deux versions. Donc là, je veux charger un dashboard. En fait, ça, c'est un contrôleur d'UI. Nous, on utilise un state management qui s'appelle Block pour Flutter. Donc en fait, on émet des événements et en fait, l'UI, elle est automatiquement mise à jour en fonction de l'événement qui est déclenché. Donc je déclenche d'abord un événement pour dire je vais charger le dashboard. Ensuite, j'appelle ma fonction qui récupère l'entrepôt. Qui, pour rappel, pour retourner un task Heiser de FluidError ou Warehouse. Si j'ai réussi à récupérer l'entrepôt, ben, je vais le mapper, je vais le transformer pour récupérer son stock. Je le mets en fonction, c'est plus joli, c'est plus court. Et puis après, à partir du moment où j'ai les stocks, ben je vais faire un flat map sur les fruits, qui est aussi un appel réseau, d'accord, HTTP. Donc c'est pour ça que c'est un task Heiser qui peut planter. Et puis après, je vais chaîner pour calculer le prix moyen. Et puis après, je vais ajouter ma TVA. Et après, je vais transformer ça en état pour mon UI. Donc là, j'ai mis deux petites méthodes utilitaires. Et après, j'émets l'événement que je viens de construire. Si je m'arrête là, il n'y a rien qui marche. Je vous ai dit que les tasks, on n'aimait pas les futurs parce que c'était déclenché tout seul. Les tasks, en fait, il faut les déclencher soi-même. En fait, il faut faire un run à la fin. Ça peut s'appeler autrement, hein, suivant les libres que vous avez utilisés. Alors, pourquoi c'est intéressant ? En fait, en fonctionnel et le fait de déclencher à la fin, c'est super facile, par exemple, de dire je me rajoute une méthode alt. Alors ça, elle existe dans le FP Dart. Ça veut dire alternative. C'est-à-dire que si ma fonction qui récupère l'entrepôt plante, donc me retourne un left, et ben en fait, il va essayer de récupérer là l'entrepôt qui est en cache, sur mon mobile, par exemple. D'accord ? Et puis, il y a un petit truc, par exemple, que nous, on a rajouté. On a un back-end qui va très vite. Et en fait, on a mis des shimers, les trucs de Facebook là, qui bougent comme ça. Et en fait, le back-end allait tellement vite que en fait, ça faisait une sorte de petit glitch. Ça faisait pas joli. Donc on s'est dit, ok, on va rajouter un délai minimum. Alors j'ai mis 150, je ne sais pas si c'est ça qui est codé, histoire de dire qu'on voit quand même un peu bouger.
Mais en fait, c'est hyper simple de rajouter ça dans notre flow. La comparaison à gauche, vous l'avez deviné, c'est le fonctionnel. À droite, c'est de l'impératif. À droite, j'ai deux trails imbriqués, puisque j'ai mon alternative pour aller récupérer la valeur cachée potentiellement. J'ai la comparaison à nul. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas mieux faire, mais je n'ai pas forcé le trait pour dire je fais exprès pour vous montrer que le code est dégueulasse. Alors on voit le nombre de lignes. Maintenant, si on fait tourner un calculateur de complexité cyclomatique, ben on a 1 toujours en programmation fonctionnelle, on a 6 côté impératif. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de bugs là à droite, alors je ne sais pas si vous voulez faire une review de ça, enfin moi j'y passe un quart d'heure à regarder, quoi, être sûr que j'ai rien loupé, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y en a peut-être qui vont plus vite. Ça me donne mal à la tête aujourd'hui, ce type de code. Parce que je suis obligé de vachement investir mes capacités de mon cerveau pour être sûr qu'on n'a rien loupé, en fait. À gauche, j'ai aucun problème, en fait, à regarder ça. Pourquoi? Parce que, alors là, il n'y a pas de retour à la fonction, mais quand vous avez une valeur d'entrée, une valeur de sortie, vous savez que vous devez transformer de l'entrée vers la sortie. Je vais en parler là, justement. En synthèse, notre métier, quelque part, il n'est pas difficile. J'exagère un petit peu. On a des carrés verts à gauche. Le but, c'est de faire des triangles roses à droite. On fait que ça, en fait. Enfin, on a un input utilisateur. On va faire un appel réseau. On transforme les données. On les retransforme en entités. On les retransforme en view model. On déclenche l'UI et on affiche la bonne carte. En fait, c'est super simple. En fait, c'est compliqué parce qu'on rajoute de la complexité dans la façon de coder. Si, depuis ma liste de fruits, j'ai une fonction qui accepte que des listes de fruits, c'est le petit côté vert de l'Anton, enfin du yo-yo, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'accord ? Et que je sais que chaque fois que je lui envoie cette liste de fruits, il me retournera toujours une autre liste de fruits qui sera filtrée. Pour ça, ça veut dire que votre fonction, votre méthode, d'ailleurs quand j'ai fonction, c'est méthode, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle dépende de l'extérieur. Elle doit dépendre de ses paramètres et pas d'autre chose. Elle ne doit pas dépendre d'une variable globale extérieure. Elle ne doit pas muter une variable globale. D'accord ? Ça veut dire qu'elle doit toujours répondre la même chose. Pour ceux qui font du Flutter, c'est une slide, mais je prenais tellement de temps que je l'ai enlevé. Quand vous avez f égale UI, UI égale f de state, d'accord ? React, c'est pareil. Hein. La Jetpack Compose, c'est pareil. C'est-à-dire vous avez un état. Ben, quand vous donnez le même état, vous aurez toujours la même UI. C'est le principe de base aujourd'hui de quasiment tous les frameworks d'UI qui existent. Donc là, j'ai une fonction qui va toujours me rendre la même chose. Donc les fruits qui sont filtrés. Les fruits qui sont filtrés, si jamais je les fais passer à la fonction average price, donc qui attend bien une liste de fruits, mais lui qui me retourne une option de double, pour telle liste de fruits, j'aurai toujours la même valeur. Et si je passe cette valeur à mon match, donc pour calculer le dashboard que je dois afficher, ben j'aurai toujours le même dashboard. Donc en fait, en respectant quelques règles, alors d'immutabilité, j'en ai pas parlé. L'immutabilité, il faut éviter. Ne mutez pas vos choses. Alors je sais qu'en POO, on a envie d'encapsuler les behaviors, bien sûr, dans vos entités. Ça n'empêche pas, mais retournez une autre instance. Ne mutez pas vos instances. Si vous mutez vos instances, vous prenez le risque d'influencer quelqu'un d'autre qui utilise cette même instance. Donc retournez des valeurs. Dans le monde idéal, ça c'est le mien, je préfère plutôt la mer que la piscine, mais je code, je pousse en prod, je suis peinard. La réalité, c'est pas ça. C'est plutôt ça. Et de toute manière, quand on fait une application, on est dans un écosystème de saisie utilisateur, d'appel HTTP. Alors je ne suis pas en train de dire que les back-ends font du mauvais code. Anthony, je t'adore. Non mais c'est vrai, ils font du bon boulot. Mais par contre, on peut être en zone blanche. D'accord ? Donc en fait, on fait un call, le call ne revient jamais, timeout. Donc en fait, on a plein de cas de figure. Donc l'idée, en programmation fonctionnelle, on dit qu'il faut faire du functional core et de l'impérative shell. C'est-à-dire shell, c'est la coquille, d'accord ? Donc on va utiliser tout ce que je vous ai montré, d'autres choses que je n'ai pas pu parler,
On va faire du fonctionnel. Par contre, il faut qu'on discute avec un système qui est fragile. Une base de données, un call HTTP. Donc, on va parler de futur, de nul. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Par contre, on va transformer le plus vite possible tout ce qui est impératif en fonctionnel. Et on va faire en sorte que tout le maximum de notre système fonctionne en fonctionnel. Beaucoup moins de charge cognitive. Moins de bugs, carrément. Alors, c'est peut-être un coup de bol, mais en tout cas, on a une appli mobile actuellement. Il y a eu 2 bugs, c'était sur un Samsung Android 18, machin. Donc le truc, donc il n'avait rien à voir avec notre code finalement. C'est peut-être un coup de bol. Enfin, je dis ça, mais il y a mon CTO qui me regarde là. Review, hyper facilité. Enfin, moi, franchement, aujourd'hui, quand les devs font de la programmation fonctionnelle, je regarde, je lis. Bien sûr que je vais aller voir le détail des fonctions qu'ils ont écrites. Mais franchement, c'est hyper simple. J'y passe très peu de temps finalement. Hyper réutilisable, hyper testable, bien sûr, puisqu'en fait, je découpe en plein de petites fonctions. Alors, le fait de découper en plein de petites fonctions, ça pose un problème quand même, c'est que vous en avez beaucoup, donc il faut quand même savoir s'organiser correctement. Sinon, vous allez en avoir... Par contre, la courbe d'apprentissage, ça c'est moins cool. Alors d'abord parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, mais ceci dit, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui était à Polytech, peut-être qu'il pourra répondre après le talk, pendant les questions. Hein, c'est pas appris, on apprend la programmation impérative. Donc en tant que développeur, on fait la programmation impérative. Donc il faut avoir la chance d'être dans une société qui fait ça pour l'apprendre. C'est un peu dommage. Il y a Coursera et d'autres MOOC en ligne qui le font pour info. Et c'est vrai qu'il y a certains algos qui peuvent être complexes à implémenter en fonctionnel. Moi, je ne suis pas un puriste. Voilà, on peut mixer les deux. Si on peut, je pense que le fonctionnel, c'est génial. Alors, mon conseil, c'est aller doucement. Je ne suis pas du tout italien, mais j'aime beaucoup cette phrase. Je trouve qu'elle chante. Allez doucement. Si vous prenez un nouveau projet et que vous dites allez, on part en pur fonctionnel et que personne n'y connaît dans l'équipe, c'est le mur. C'est évident. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir quelqu'un qui en ait déjà fait, ou au moins quelqu'un qui a envie de s'y mettre, préférer les petits projets au départ. Moi, je suis mal placé pour vous en parler, j'adore ça, je le pousse, je fais chier tout le monde avec ça. Il y en a qui rigolent. Parce que j'y crois vraiment. Bien sûr qu'il y a une certaine complexité, une courbe d'apprentissage, mais je crois que ça nous fait gagner dans beaucoup de choses. Ceci dit, après, pendant l'apéritif, si les devs front veulent bien lever la main, comme ça, si les gens veulent vous poser des questions sans que j'entende les réponses que vous disiez, non, mais pardon, de digits qui font du... Voilà. Donc ils sont là, si vous voulez leur poser des questions après, ils vous diront ce qu'ils en pensent. Et voilà, quelques liens sur les outils que j'ai utilisés, et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir.